Je bois mon super matcha du matin. Je pense que vraiment, en fait, ça se voit à ma tête, mais il est 8h du matin. Et ouais, oui, je crois que ça se voit un petit peu. En fait, je suis beaucoup trop à la bourre dans mon programme. Normalement, je devais publier ma vidéo aujourd'hui et je suis tout juste en train de la filmer. C'est pas grave. Bon, vous excuserez ma tête du coup parce que c'est le matin quoi. Allez, go. Hello, aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue, enfin petite, je pense que la vidéo va être assez longue, mais je voulais vous parler de ce livre-ci qui est Didactique du FLE, démarche et pratique de la classe de Arskri Bourchiche. Je me suis entraînée toute la semaine à le dire, même j'ai une amie qui m'a aidée, mais je pense que c'est bon, je pense pas le répéter tout au long de la vidéo, je vais dire l'auteur. Cet auteur est un enseignant-chercheur à l'université de Sétif en Algérie et il a publié plusieurs ouvrages, plusieurs articles, dont celui-ci en 2011 aux éditions L'Harmattan. Je voulais déjà commencer par dire que c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, je trouve que quand on débute, c'est la base de la base. J'ai révisé et revu plein de notions que j'avais vues en option FLE de L3 en lettres modernes. Donc ça m'a vraiment permis de revoir toutes ces bases-là et également d'aller un peu plus en profondeur. C'est également une mine d'or puisqu'il y a énormément d'éléments bibliographiques, il y a beaucoup de noms de personnalités du monde du FLE qui sont cités. Et donc ce qui fait que tout au long de ma lecture, j'ai pu noter tous ces noms, j'ai pu noter même à peu près tous les livres qui m'intéressaient vraiment. Et puis ça me permet tout simplement de faire mes recherches, d'aller faire mes recherches plus tard. Donc c'est un super livre, je pense, pour se construire de bonnes connaissances, une bonne culture du monde du FLE. Un point très important... Je vais poser le livre. Un point très important à aborder au début, et d'ailleurs il le fait dès son introduction générale, c'est que la pratique ne suffit pas. En général, dans les métiers de l'enseignement, on peut être amené à penser un peu à tort que avec l'expérience, tout va venir. C'est-à-dire qu'il nous suffit de pratiquer et d'être sur le terrain pour ensuite gagner en connaissance. Sauf que tu vas gagner en connaissance du terrain, oui, mais pas en connaissance théorique, en savoir didactique. Et la théorie est vraiment super importante. Je pense que c'est vraiment fondamental d'apprendre les théories de l'apprentissage, l'histoire des méthodologies également. Et d'ailleurs, je vais citer l'auteur puisqu'il dit: pour qu'un étudiant, plutôt un futur enseignant, puisse être efficace en classe de FLE, il faut qu'il soit doté de savoirs didactiques. Il est question de les conduire vers une réflexion de nature à leur permettre un recul suffisant par rapport à leur pratique. Donc en fait, la théorie, elle permet de prendre du recul, de se poser des questions, de se remettre en question. En bref, elle est vraiment nécessaire. Et alors là, je vais parler un peu de mon expérience. Le fait d'avoir étudié l'histoire des méthodologies et de savoir ce qu'était la méthode traditionnelle, la méthode audio-orale, la méthode SGAV, l'approche communicative, actionnelle, etc. Ça m'a vraiment permis d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui a été fait, sur ce qui était bénéfique ou non, sur en fait ce que je pourrais garder ou ce que je dois totalement mettre de côté. Et le fait de voir ces différentes méthodologies, ça m'a aussi permis d'être plus consciente et attentive quand je donnais cours. Et surtout de me remettre un peu en question. Parce que par exemple, je pensais un peu à tort que un cours de langue c'était du 100% oral ou au moins aller 95% oral et qu'il fallait pas absolument bannir la langue maternelle, mais qu'il fallait l'utiliser vraiment le moins possible. Or, l'écrit est tout aussi important puisque on est amené à écrire quotidiennement, que ce soit écrire des messages, des lettres, des mails, donc c'est super important d'apprendre l'écrit. Et pour ce qui est de la langue maternelle, elle est pas du tout à bannir puisqu'en fait, c'est un super avantage. Si tu partages avec ton élève une langue maternelle, en fait, c'est vraiment un avantage pendant les cours, puisque si il ne comprend pas une notion qui est assez difficile et que si même toi, en fait, t'arrives pas à expliquer une notion qui peut être difficile à comprendre pour ton apprenant, eh bien tu peux avoir recours à cette langue maternelle. Tu peux aussi faire des points de comparaison entre la L1 et la L2. Par exemple, si ton élève te dit ok, cette notion-là en anglais je la comprends pas, tu peux lui dire regarde, en français c'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même façon. Je trouve aussi que ça génère moins de frustration d'avoir recours à la langue maternelle, puisque plusieurs fois mon apprenante m'a déjà dit: écoute Léa, j'aimerais dire cette phrase-là, mais je sais pas comment formuler, je sais pas la construire. Et donc dans ces cas-là, on passe par le français et je lui dis tu vois, là cette petite expression, tu peux la mettre là, tu peux la placer là, ça tu mets en position de sujet, tu mets ce verbe-là, et basta. Et donc pour l'apprenant, en sachant qu'il peut toujours avoir recours à sa langue maternelle, eh bien il sera moins frustré et il sera pas contraint de juste se taire. Alors je vous parle beaucoup de savoir, de méthode, méthodologie, approche, etc. Et justement,
Le chapitre 5 est super intéressant pour ça parce qu'il passe en revue toutes les méthodes, les méthodologies, les approches et c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution au fil des siècles. Je vais vous donner plusieurs exemples. Donc pour le premier, c'est pour le statut de l'apprenant et de l'enseignant. L'enseignant est passé de maître qui détient le savoir absolu à metteur en scène. Je vais beaucoup citer donc je vais souvent faire ça et qui va aider l'apprenant. Et l'apprenant n'est plus une coquille vide qu'il faut remplir mais il est devenu un véritable acteur dans son apprentissage et il est actif. Pour le citer, il dit que l'apprenant devient l'acteur principal dans la situation d'apprentissage qui s'implique dans l'accomplissement des tâches pédagogiques. Donc on voit que la position de l'apprenant a beaucoup changé et également la relation entre le prof, l'enseignant et l'apprenant a également évolué. Ce n'est plus une relation verticale où il y a le maître et l'élève, l'apprenant en dessous, c'est une relation horizontale, d'égal à égal. Et c'est ce qui permet aussi d'instaurer un climat de confiance. Un autre exemple, cette fois au niveau du contenu de l'enseignement. On est passé... J'aime bien, ça sent la nature là. Je sais pas si on entend les oiseaux. Trop mignon. On est passé de quelque chose de très écrit, donc avec beaucoup d'écrits, de grammaire, de traduction et surtout des traductions de textes littéraires, de textes classiques. Donc c'était un contenu plutôt savant, entre guillemets. Puis petit à petit, on est allé vers une approche beaucoup plus basée sur la communication, avec notamment l'approche communicative et surtout l'interculturalité avec l'approche actionnelle. Le but ultime, c'est que l'élève puisse communiquer, être autonome, d'où le fait que l'apprentissage se fait en contexte et qu'on apprenne aux apprenants des expressions et des mots, du vocabulaire qui soient utiles. D'ailleurs, il dit à peu près la même chose dans le chapitre 8 par rapport à la grammaire. Il dit qu'il faut apprendre, qu'il faut enseigner une grammaire qui soit utile et pratique pour l'apprenant. Parce que pour ce qui était de la grammaire, pendant la méthode traditionnelle, elle était explicite, c'est-à-dire qu'on donnait la règle et qu'ensuite c'était des exercices d'application classiques. Sauf qu'il se pouvait que cette grammaire-là qui était enseignée ne soit pas vraiment adaptée aux besoins, aux objectifs de l'apprenant et surtout ne soit pas vraiment utile. C'est comme si par exemple on apprenait à un étranger le passé antérieur. Même nous on l'utilise pas vraiment. Quelque chose qu'il fait aussi beaucoup tout au long de son livre, c'est d'expliquer les différences de sens des termes. Par exemple dans le chapitre 5, je vous parle depuis tout à l'heure de méthode et approche et méthodologie, mais quelle est la différence entre les trois? Pour répondre un peu à ma question, la méthodologie c'est l'étude des méthodes. Et alors pour ce qui est de la différence entre méthode et approche, en fait on a petit à petit adopté le terme approche qui avait l'air beaucoup plus ouvert. Il y avait en fait une volonté d'être plus flexible, de plus s'adapter et de revoir constamment sa façon de travailler et d'enseigner. Et donc le terme approche est très bien pour ça parce que approche, on sent que voilà, c'est une approche, c'est qu'on reste ouvert, on reste flexible. Alors que méthode, ça semble quand même assez, assez strict, assez carré et pas forcément ouvert au changement. Un autre exemple avec le chapitre 4, il y a toute une liste de termes justement à différencier. La définition de ces termes provient du dictionnaire pratique de didactique du FLE écrit par Jean-Pierre Robert et il donne par exemple la différence entre élève et apprenant, exercice, activité, en expliquant en fait l'évolution qu'il y a derrière. Pour vous donner un exemple, savez-vous quelle est la différence entre exercice et activité? Je vous laisse un petit peu réfléchir. C'est bon? Un exercice est beaucoup plus formel et structurel, tandis qu'une activité implique l'apprenant dans une situation de communication réelle et surtout elle est pertinente. Un sens et elle est ludique. Le fait de passer en revue toutes ces évolutions et ces différences montre à quel point il est important d'étudier la théorie. Il est très important de rester informé et de se mettre à jour sur les méthodes d'enseignement, sur même la place de l'apprenant, puisque peut-être que ça va encore évoluer, et même sur la relation pédagogique entre l'apprenant et l'enseignant. Il est important de rester informé parce que tout est amené à changer et à évoluer, et il faut quand même un peu rester à la page. Par exemple, quelque chose que j'essaye de changer, je pense que vous l'avez peut-être entendu en début de vidéo, il faut que je remplace le terme élève par apprenant. En soi, c'est pas une faute grave de dire élève, mais disons que maintenant, il convient mieux d'utiliser le terme apprenant justement parce que la place de l'apprenant a changé. Son statut n'est plus le même et que les mots choisis justement montrent cette évolution-là.
d'où le fait qu'il est mieux de dire apprenant que élève. Donc le choix du vocabulaire, le choix de vos mots témoignent des mises à jour qui sont faites dans ce domaine-là, d'où l'importance de se mettre à jour, d'autant plus que ce n'est pas forcément sur le terrain que vous allez apprendre ça. Vous n'allez pas savoir pourquoi on dit apprenant et plus élève, pourquoi il est mieux de dire faute ou erreur, ou pourquoi il est mieux de parler d'activité dans ce contexte-là et pas d'exercice. Ça, vous allez peut-être pas forcément l'apprendre quand vous serez sur le terrain. Voilà pourquoi il faut apprendre la théorie et qu'il faut acquérir du savoir, donc en lisant, en regardant des conférences, en participant à je ne sais quoi, en étudiant peut-être des thèses, des mémoires, en regardant des travaux de savants, peu importe, mais voilà. Pour parler un peu du livre en lui-même, comme je disais, c'est vraiment un super livre parce que ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin de chaque chapitre et même en fait à la fin de chaque petite partie, il y a une petite section qui s'appelle quelques problématiques à creuser, et en fait c'est soit il y a des questions qui vous permettent de réviser et de vous rappeler ce que vous venez juste de lire, donc ça va vraiment vous permettre de vous souvenir et d'ancrer dans votre mémoire les choses importantes, soit ce sont des questions qui vont justement vous pousser à la réflexion, qui vont vous amener plus loin. Je vais vous donner un exemple. Au chapitre 5, il y a une question, c'est quels sont les fondements théoriques de la méthodologie directe. Donc ça évidemment il les a toutes mentionnées, donc au moins vous avez juste à dire ok les fondements théoriques de la méthode directe c'est ça, ça, ça et ça et ça. Ok, je retiens. Et autre exemple au chapitre 4, pour le constructivisme, l'erreur n'est plus la faute, elle est un outil pour enseigner et pour apprendre, expliquer cette idée. Et donc là, c'est vraiment à vous d'aller plus loin dans la réflexion et de vraiment creuser et réfléchir. Donc quand je vous disais que c'était un très bon livre pour commencer, je ne mentais pas. Si je reprends un peu à partir du chapitre 1, l'auteur insiste beaucoup sur le fait que la didactique du FLE est une discipline plurielle. Et pour ça, il nous fait un petit cours d'histoire et en fait, il nous explique que la didactique du FLE était à l'origine appelée linguistique appliquée, c'est une sorte de linguistique mise en application et qui était donc une branche de la linguistique. Et à cette période, on se concentrait, comme le dit Robert Gallisson, on se concentrait beaucoup plus sur le quoi enseigner plutôt que sur le comment enseigner. Et donc plus le temps passe et plus certains vont se dire est-ce qu'il nous manquerait pas quelqu'un dans l'équation? Parce que si on reprend le fameux triangle didactique, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'ai fait un post spécial sur le triangle didactique. Donc si on prend ce triangle didactique, on remarque qu'il y a 3 sommets. On remarque que effectivement l'enseignant est bien pris en compte, le savoir est extrêmement important, mais il y a un autre sommet avec l'apprenant qu'on prend peut-être pas assez en compte. Et alors pour ce qui était de la relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant et également cette relation entre le savoir et l'apprenant, il y avait un peu des lacunes. Donc à partir des années 70, beaucoup de questions ont été soulevées au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage. Et surtout, des choses ont changé autour du statut, du rôle de l'apprenant. Et donc quand on a commencé à prendre tout ça en compte, eh bien la didactique du FLE s'est ouverte à d'autres disciplines et surtout, elle s'est imposée comme une discipline autonome de la linguistique. Je pense que vous vous doutez que l'enseignement effectivement prend en compte plein de disciplines, mais pour vous donner une liste non exhaustive de tout ce qu'on a, on peut retrouver donc la linguistique avec la psycholinguistique, la sociolinguistique, la pédagogie, la méthodologie, la psychologie, la sociologie, et tout ce que peut englober les sciences du langage, les sciences de l'éducation et les sciences humaines et sociales. Donc ça fait un paquet de disciplines. D'ailleurs, je cite l'auteur qui, au tout début de son livre, avant même le sommaire, dit « Pour faire de la didactique des langues étrangères, il faut tout un tout ». Le fait qu'il développe tous ces points-là et insiste sur le fait que la didactique du FLE est une discipline plurielle, c'est vraiment pour montrer que, encore une fois, la théorie est très importante. Parce que je pense que c'est pas en étant en classe de FLE, en classe de langue étrangère, avec peu importe l'âge de tes apprenants, que tu vas savoir comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau des humains, des apprenants, comment le cerveau des enfants fonctionne, comment est-ce qu'on comprend le mieux les informations et surtout comment on enregistre le mieux les informations. C'est pas ce genre de choses que tu vas forcément apprendre sur le terrain, on a besoin en fait de données scientifiques, on va dire. La psychologie et la sociologie ne te vient juste pas comme ça en tête, il faut l'apprendre, il faut chercher et apprendre. Et alors oui, ça peut paraître un peu laborieux parce que y a beaucoup de sciences derrière, mais ça sera vraiment bénéfique pour tes élèves, pour tes apprenants et également pour toi-même. Je vais faire l'impasse sur le chapitre 2 parce que c'était un chapitre assez compliqué à lire, alors à expliquer... Non, je ne tenterai pas. Dans ce chapitre, l'auteur revient sur les fondements théoriques de la didactique des langues étrangères, en mentionnant par exemple les théories d'acquisition comme le behaviorisme, l'associationnisme, l'innéisme, le constructivisme
etc. Tout ce qui se termine en isme. Et je ne m'étalerai pas non plus sur le chapitre 3 puisque ce chapitre parle du courant praxéologique qui est un domaine de référence dans la recherche en didactique. Donc je vais plutôt me concentrer sur quelques points qui m'ont marqué des chapitres 4 à 9. Et je pense que c'est des chapitres et des points peut-être qui vous parleront un peu plus parce qu'ils sont plus concrets et ils parlent vraiment de ce qu'il se passe en classe de FLE. Dans le chapitre 4, l'auteur parle de l'importance capitale de l'erreur. Comme vous pouvez vous en douter, avant l'erreur était sévèrement punie, l'élève pouvait se sentir coupable et surtout discriminé. Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, elle doit être prise en compte justement dans l'apprentissage et c'est même un très bon indice des objectifs à atteindre avec les élèves, avec les apprenants. Et elle montre également les difficultés spécifiques du fait de passer de la langue maternelle à la langue cible, la langue que tu enseignes. L'erreur est donc totalement acceptée et tolérée, donc il y a vraiment eu un gros progrès sur ça. J'ai bien aimé ce passage parce que ça m'a fait réfléchir à comment je gérais moi aussi l'erreur en face de mes apprenants, parce que c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps leur dire faites des erreurs, c'est très bien, ça montre que vous osez, ça montre que vous êtes aussi à l'aise et que vous essayez, donc c'est super. Mais c'est vrai qu'au niveau de la correction, c'est un peu plus compliqué, puisque donc des fois très honnêtement je sais, des fois je sais un peu moins comment leur répondre, et quand je sais comment leur répondre, des fois je vais essayer de les faire réfléchir et travailler, mais c'est difficile de les amener vers cette correction eux-mêmes. Et du coup j'ai quand même tendance à leur dire non c'est pas ça, c'est ça. Sauf que je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, donc voilà, ça c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. Toujours pour le chapitre 4, il parle du dictionnaire, et je dois dire que j'avais jamais entendu parler du dictionnaire comme ça. En général, et surtout parce que j'ai été en licence de LLCE anglais, donc j'étudiais l'anglais, et à aucun moment un prof nous a dit que voilà, utiliser des dictionnaires c'est super, intégrez-les dans votre apprentissage. J'ai jamais entendu ça personnellement. Au contraire, limite, il fallait plutôt mettre le dictionnaire de côté. Et ici, dans ce livre-là, c'est tout le contraire justement, puisque l'auteur dit qu'il faut l'intégrer le plus tôt possible dans l'apprentissage, que c'est un instrument indispensable. Il aide à la compréhension et également à la production. Et il précise que le mieux pour l'apprenant est d'utiliser un dictionnaire unilingue, puisque ça le forcera un peu à essayer de penser dans la langue cible. Donc le français en classe de FLE. J'ai également beaucoup aimé le chapitre 6, je pense que je vais dire ça pour tous les chapitres, mais ce qui était vraiment intéressant c'est qu'il parlait de la force de l'apprentissage des langues, la force du fait de connaître, de pouvoir parler d'autres langues. Et donc c'est vraiment un chapitre qui m'a parlé et je crois que je l'ai même relu 2-3 fois. Il commence par parler du cas de l'Algérie qui, après la colonisation française, a voulu retourner en fait vers l'arabisation. Donc c'est-à-dire qu'ils ont voulu écarter le français et retourner vers la langue arabe. Sauf que la mondialisation, et donc cette mondialisation a en fait un peu forcé les pays à s'ouvrir et voilà, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres pays et à s'ouvrir donc aux autres langues. Et donc l'Algérie s'est ensuite ouvert au plurilinguisme. Et donc comme je disais, ce qui est important à retenir dans ce chapitre, c'est toute la réflexion de l'auteur autour du pouvoir, de cette force du fait d'apprendre une nouvelle langue. C'est une force puisque ça nous permet de nous ouvrir d'un point de vue intellectuel, scientifique, économique, mais également sur le plan un peu plus, mental, intellectuel, psychologique, je sais pas comment on dit, puisque ça forge notre identité, notre caractère, on s'ouvre justement aux autres, donc on apprend l'ouverture d'esprit, la tolérance et puis également l'interculturalité. Tout le monde a besoin d'apprendre une langue et surtout, d'apprendre une ou des langues même, et surtout l'anglais. Même si on n'est pas amené à communiquer dans cette langue-ci, que ce soit l'anglais ou une autre langue, même si on n'est pas amené à communiquer tous les jours dans cette langue-là, c'est quand même en fait une ouverture à d'autres ressources, à d'autres sources d'informations et ça c'est précieux. Je vais donner un exemple tout bête, tu fais un devoir, un mémoire, une thèse, je ne sais pas quoi, sur un sujet précis, sauf que tu ne peux que parler français. Alors après je sais pas si quand tu fais ce genre de devoir, tu dois justement prendre que des ressources en français, je ne sais pas, je ne pense pas, mais imaginons ce n'est pas le cas et tu peux t'ouvrir à plein d'autres choses, le problème c'est que tu vas te confronter à la barrière de la langue. Si tu ne sais pas parler d'autres langues et si tu ne sais pas lire d'autres langues que le français, ça veut dire que les recherches autour de ton travail, elles vont être vachement rétrécies parce que tu vas juste te concentrer sur ceux qui sont écrits en français. Alors que si tu savais lire l'anglais, lire un peu d'espagnol, lire un peu d'allemand, d'arabe, etc., en fait tu aurais eu accès à beaucoup d'autres ressources, beaucoup d'autres sources d'informations et tu aurais pu donc enrichir
ton devoir. On passe au chapitre 7 qui évoque la place de la littérature et ça c'est vraiment un chapitre qui m'a parlé puisque comme vous le savez ou peut-être pas, j'étais en licence de lettres modernes. Donc pour moi la littérature elle a vraiment sa place dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Mais c'est vrai que c'est compliqué de l'inclure, on sait peut-être pas trop comment faire. Tout simplement parce que depuis la méthode traditionnelle, justement la littérature a vraiment été mise de côté. Elle a été pas mal repoussée alors que, et l'auteur le dit très bien, eh bien la littérature c'est super important. Il y a beaucoup d'apports linguistiques, communicatifs et culturels qui sont super importants pour l'apprenant. Pour ce qui est de l'apport culturel, l'auteur montre très concrètement comment est-ce que tu peux exploiter un texte afin d'apprendre à l'apprenant quelques éléments culturels. Par exemple, il a pris un extrait de l'œuvre de Victor Hugo dans lequel on retrouve pas mal de références au christianisme. Et donc ça montre très concrètement que les textes, et même les textes plus classiques, sont super intéressants pour les apprenants qui justement veulent apprendre la langue mais aussi apprendre un peu de la culture et savoir un peu comment ça se passe dans le pays. Et bien là, le fait d'avoir des références au christianisme, ça permet de revoir un peu l'histoire de la France et même l'histoire de la France mais ici avec l'aspect un peu plus religieux. Pour ce qui est de l'apport communicatif, parce que oui, même si c'est écrit, même si ce sont des textes, même si ce sont des textes classiques, eh bien ça peut aider à la communication. Par exemple, tu peux décider avec ton apprenant de le confronter à différents types de textes avec des registres de langue très différents. Et dans ce cas-là, tu pourras lui montrer que ça c'est du registre formel, ça c'est informel, ça c'est vulgaire, ça voilà. Et donc du coup, avec quel type de public tu peux utiliser ce genre de registre. Donc comme pour le dictionnaire, là aussi pour ce qui est de la place de la littérature, j'ai vraiment envie de me creuser les méninges sur ça et de me poser la question de comment est-ce que je peux intégrer ça dans mon cours. Évidemment, il convient de sélectionner des extraits et des livres qui correspondent aux besoins et aux objectifs de l'élève, de l'apprenant. Et tout le challenge, je pense, c'est de trouver une façon de faire aimer la littérature aux apprenants, puisque certains n'aiment pas la lecture, mais malheureusement, heureusement, la littérature, mais même juste en général la lecture, l'écrit, c'est important quand on apprend une langue. On passe au chapitre 9 avec les TIC. Les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Le contenu multimédia, internet et compagnie ont été, comme vous en doutez, un chamboulement. L'auteur évoque par exemple la méthode audio-orale avec les fameux laboratoires de langue dans les années 60, dans lesquels on retrouvait pas mal d'équipements avec les casques audio, etc. Sauf qu'à chaque fois, l'auteur va montrer qu'il y a eu des limites qui ont fait qu'on est passé ensuite à une autre méthode ou que cette méthode-là était un peu trop limitée. Les TIC n'étaient pas forcément utilisés de la meilleure des façons. Par exemple, dans le cas du laboratoire de langue, ça n'a pas du tout appris aux apprenants d'être plus autonomes, puisque en fait c'était de la répétition et encore de la répétition. Ils écoutaient quelque chose, ils répétaient, et c'est tout. L'auteur fait aussi un point sur la vidéo qui a aussi été un chamboulement mais qui a montré ses limites puisque en fait les apprenants devaient faire un peu trop de choses à la fois et c'était plus, ça menait à de la confusion. Puisque les élèves devaient donc regarder la vidéo, anticiper un peu ce qui allait se passer puisqu'ils devaient en même temps répondre à des questions, donc fallait lire les questions, réfléchir à la réponse, en même temps fallait continuer de regarder. Donc un peu trop de choses en même temps. Mais sinon voilà, en règle générale, les TIC aident quand même à être plus autonomes puisque ça permet à l'apprenant de travailler à partir de différentes situations parce que c'est vrai que quand tu apprends une langue chez toi ou en classe, il y a certaines situations auxquelles tu n'es pas forcément confronté et justement Internet est là pour te sauver. Et puis évidemment ça rend également l'information beaucoup plus accessible, donc tu as accès à beaucoup plus de choses. Je voulais terminer avec le chapitre 5 et sur la notion de l'éclectisme. Encore une fois c'est un chapitre que j'ai beaucoup apprécié, bon je pense que je les ai un peu tous trop appréciés. Je pense que c'est un chapitre qui aurait plus fait office de conclusion, je pense. Je vais vous lire un court passage qui m'a marqué. L'enseignant veille donc dans ses stratégies à proposer un enseignement centré sur les apprenants et qui correspond à sa propre personnalité et non pas à appliquer une technique qui ne lui convient pas, même si elle est prescrite. L'enseignant doit se garder de toute uniformisation et de tout dogmatisme. Donc, il citait juste avant Louis Porcher, donc pour Louis Porcher, pour que le cours lui ressemble, l'enseignant doit puiser partout sans tenir compte des théories et des modèles toujours totalitaires. Il butine, grappille, mélange, met éventuellement ensemble ce qui est censé être incompatible, fabrique sa propre cuisine pédagogique. Et il parle ensuite après de cet appel à la créativité méthodologique. Donc en fait ici c'est vraiment à toi de faire ce qui te correspond et ce que tu aimes faire.
Évidemment, il faut toujours prendre en compte l'apprenant, puisqu'il est la raison pour laquelle tu enseignes, et en fait, il est en quelque sorte le produit final, donc c'est tout ce pourquoi tu travailles, mais en soi tu n'es pas obligé de suivre une quelconque méthode, ou alors de suivre la méthode qui est la plus appréciée, qui est la plus, qui est celle qu'on utilise de partout. Non, tu n'es pas obligé, tu peux faire un peu comme tu veux. Tu es aux commandes de ta pédagogie, de ta méthodologie. Évidemment, c'est plus facile à dire pour quelqu'un qui n'est pas dans une structure et donc qui n'est pas obligé de suivre un programme à la lettre et de répondre aux besoins et aux exigences d'un établissement scolaire par exemple, mais je pense que tu as toujours une marge de manœuvre et tu peux toujours un peu faire ce qui te plaît et de la façon dont tu veux. C'est pas non plus un appel à se torturer l'esprit, à inventer une toute nouvelle méthode révolutionnaire, non. Tu peux prendre par-ci par-là ce qui te convient dans la méthode traditionnelle, SGAV, audio-oral, l'approche communicative, actionnelle. Tu peux en fait faire tout un package de tout ça et essayer de faire ce qui te correspond le mieux. Par rapport à la notion de l'éclectisme, alors ce qui est dit c'est que oui, tu peux prendre un peu de partout, ok. Par contre, être désorganisé et incohérent, non. C'est-à-dire qu'il faut quand même une cohérence dans tes choix et il faut qu'il y ait des objectifs clairs. Et surtout, dans ce que tu pioches, dans ce que tu butines, dans ce que tu grappilles, il faut que ce soit toujours justifié. Il cite Jean-Claude Béaco qui dit « Oui à l'éclectisme, non au bricolage pédagogique ». L'auteur explique après que oui, l'enseignant peut laisser sa petite touche personnelle, mais à chaque fois il doit y avoir un fondement théorique, un fondement scientifique. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion pour qu'il y ait pertinence et cohérence. D'où l'intérêt, encore une fois, de se pencher sur la théorie et d'acquérir du savoir didactique. C'était une revue assez longue, j'espère quand même qu'elle vous aura plu et peut-être même donné envie de lire ce livre, en tout cas je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réflexions et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.